Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la traduction complète de l'interview de Chris Jericho chez Steve Austin lors de l'émission Broken Skull Sessions. Cette émission a été diffusée lors du week-end de WrestleMania et elle est historique car c'est la première fois qu'un catcheur sous contrat AEW apparaît dans une émission officielle WWE qui est diffusée sur le WWE Network. Lors de cette interview, Chris Jericho revient sur tous les grands moments de sa carrière, notamment la WWE, la AEW, la New Japan et plus. Et si vous aimez ce genre de vidéo traduction, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti. Mon nom est Stone Cold Steve Austin et bienvenue à Broken Skull Sessions. Mon invité aujourd'hui est l'un des catcheurs les plus influents et charismatiques de l'histoire, Chris Jericho. Alors j'arrive pas à croire que j'ai le droit d'être sur ce set. Est-ce qu'il y a des snipers qui vont me tirer dessus ou pas? Non, c'est un plaisir de t'accueillir Chris, et est-ce que tu te rappelles comment est-ce que tout ça s'est organisé? Ben, je m'en rappelle un petit peu, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais t'appeler. Parce qu'en gros, voilà le truc, tu es l'un des derniers mecs qui n'aiment pas trop envoyer des SMS, tu préfères appeler les gens et avoir une conversation avec eux, et c'est super, c'est l'élément humain qui nous manque de plus en plus de nos jours. Et à chaque fois que tu m'appelles, habituellement, on a de super conversations, donc je sais que quand Steve Austin m'appelle, il faut que je prenne au moins 30 minutes de mon temps pour pouvoir lui parler. Et donc le temps passe, ça faisait 2 ou 3 mois, et je me dis merde, il faut que j'appelle Steve. J'avais bu quelques cocktails, et donc on a parlé de tout et rien, on a eu une conversation d'1 heure, et c'est là que je t'ai dit que j'adorerais venir te raconter tout ça sur le plateau de ton émission. Mais le détail que t'as oublié de préciser Chris, c'est que l'interview de The Undertaker venait d'être diffusée, donc tu m'as envoyé un SMS pour me dire super interview. Et quand je t'ai répondu, c'est là que tu m'as appelé. Et pendant qu'on parlait, je me suis dit mec, t'es à la AEW maintenant, mais ce serait tellement bien que tu puisses venir à mon show. Et t'as répondu que t'adorais venir, donc je t'ai dit laisse-moi voir ce que je peux faire. Oui, mais au départ c'était un petit peu une conversation de 2 mecs bourrés, donc je me suis dit il va sûrement pas me donner de nouvelles. Puis 2 mois après, tu m'as recontacté par SMS. Et donc là forcément ma première réponse était une question, c'était est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je suis autorisé à venir à une émission officielle WWE? Et en fait, tu avais obtenu l'autorisation nécessaire. Ouais, car petite histoire, petite précision, mais à l'époque quand j'étais au top, quand j'étais le mec numéro 1, il suffisait que j'appelle Vince McMahon et au bout d'une sonnerie, le mec décrochait tout de suite. Mais aujourd'hui, Vince ne décroche plus jamais quand je l'appelle. Mais j'avais besoin de son autorisation, donc je lui ai envoyé un SMS pour lui demander et je lui ai dit écoute, j'adorerais recevoir Chris Jericho à mon émission, qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a directement répondu par SMS, vas-y. Donc là j'étais étonné, donc je lui ai réécrit en lui demandant t'es sûr que c'est ok d'accueillir Chris Jericho à mon émission? Et il m'a répondu qu'il pense que c'est une super idée. Donc écoute, je suis ravi de t'accueillir car nous avons énormément travaillé ensemble, tu m'as même battu pour un titre, donc on va en parler dans l'émission. Et souvent les gens se demandent qu'est-ce qu'on faisait avant les émissions. Et ben à l'époque, toi, moi et Bully Ray, on s'asseyait ensemble, on parlait de rock'n'roll et on bullshitait. Donc on a toujours eu une bonne amitié et j'ai toujours apprécié ton travail. Ouais, c'est clair, bah déjà écoute, c'est toi le mec qui m'a mené vers les podcasts. C'était ton idée quand à la base t'avais lancé ton show, il recherchait également d'autres catcheurs et donc tu m'as proposé l'idée. Et on a toujours eu une bonne relation et je pense qu'on a une meilleure amitié maintenant qu'à l'époque quand on catchait en même temps. Et attention, ce n'est pas que nous n'étions pas amis à l'époque, c'est juste qu'on se rapproche de plus en plus au fil des années. Surtout avec les gens avec qui tu t'entends vraiment, parce qu'il y a d'autres personnes à qui tu parles plus jamais de ta vie. En tout cas, tu as une carrière incroyable de 30 ans, et quand on regarde ton run, je pense qu'on peut le considérer comme l'un des plus grands runs de l'histoire de ce business. Est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu le réalises? Est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as accompli? Bah tu sais, on vient de fêter mes 30 ans de carrière lors d'un show AEW, et pour info c'était une idée de Tony Khan, parce que je suis pas trop le genre de mec qui regarde en arrière et qui se félicite par rapport à tout ce qu'il a accompli. Mais c'est vrai que quand tu regardes tout ce que j'ai accompli, je vais peut-être donner l'impression d'avoir un ego énorme, mais je pense que personne n'aura plus jamais la carrière que j'ai eue. Parce que tu sais, quand j'ai commencé en 90, il y avait encore cet esprit old school, c'était différent. C'est clairement différent de ce qu'on a aujourd'hui en 2020, mais j'ai tout vu depuis 90 à aujourd'hui, et j'ai travaillé partout. Donc il y a tellement de choses dont je me rappelle et que j'ai vécu, mais que les gens ne connaissent pas et que les gens ne vivront sûrement plus jamais. Donc j'imagine que la réponse est oui, c'est sûrement l'un des plus grands runs de l'histoire par rapport à la longévité, la diversité, le fait que je me réinvente. On parle toujours de moi, je suis encore quelqu'un en 2021. Et on est allé jusqu'à changer le business avec la AEW et je suis très fier de ça. Et donc justement ça a toujours été quelque chose d'important pour toi, le fait de se réinventer. Tu t'es encore réinventé aujourd'hui à la AEW. Donc justement la AEW, comment est-ce que ça s'est passé une fois que tu as quitté la WWE? Et ensuite lors du reste de l'émission, on reviendra sur toute ta carrière de manière chronologique. Écoute, c'est vraiment intéressant pour moi parce que vraiment, je ne pensais pas travailler autre part qu'à la WWE, aux États-Unis par exemple. Surtout après y avoir été pendant près de 19 ans. Mais je pense que quand la AEW allait se lancer et que Tony Khan a eu cette idée, et tu le sais très bien, tu catches depuis plus longtemps que moi, on entend ça tout le temps. Un mec très riche qui veut lancer sa propre fédération, etc. Et au final, ça n'arrive jamais. Mais quand j'ai commencé à lui parler, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent. Il y avait peut-être la possibilité de lancer une fédération de catch majeure. Et pour pouvoir lancer une grande fédération de
catch, tu as besoin de 3 choses. Numéro 1, tu as besoin de bonnes finances, donc de l'argent et de la passion. Numéro 2, tu as besoin d'un contrat télévisé. Et numéro 3, tu as besoin d'un roster, tu as besoin de talent. Tu as besoin de 4 à 6 mecs sur qui tu peux construire la fédération. Et en parlant avec Tony Khan, je me suis rendu compte qu'il avait la passion. Puis en regardant un petit peu autour de nous, on s'est rendu compte qu'il y avait un groupe de catcheurs qui allait bientôt être agents libres. Cody Rhodes, Kenny Omega, les Young Bucks, Chris Jericho, Hangman Page. Et voilà, tu as les 6 catcheurs sur lesquels tu peux construire ta fédération. Et puis Jericho a ce nom, Jericho a cette notoriété, Cody Rhodes également un petit peu, mais par contre tous les autres n'étaient pas connus du grand public mainstream. Donc tout le monde va se demander, mais où était Kenny Omega, où étaient les Young Bucks tout ce temps? Ils sont vraiment très bons et ils n'ont jamais été à la télévision sur une chaîne nationale ici aux États-Unis. Donc tout était parfait au niveau de ces 3 facteurs et on s'est rendu compte qu'on avait peut-être réellement une chance de faire quelque chose, de créer quelque chose. Puis le contrat de la AEW avec la chaîne TNT a été énorme, parce qu'à la base on pensait à d'autres plateformes, potentiellement Showtime, HBO ou encore Netflix. Mais tu as besoin d'une grande chaîne télé pour pouvoir te lancer et décoller. Donc c'était un mélange, c'était un mix d'éléments et tout était parfait, et d'ailleurs ça n'arrivera sûrement plus jamais. Et donc Chris, je t'ai déjà entendu parler de la NWA, de la WCW, mais durant ta vie il n'y avait jamais eu d'autres compagnies majeures qui s'étaient lancées. Non Steve, et en toute honnêteté, depuis que Vince avait acheté la WCW en 2001, je ne pensais pas qu'il y aurait un jour une autre fédération majeure nationale. Une fédération qui pourrait potentiellement concurrencer, et honnêtement j'aime pas dire concurrent, j'aime pas utiliser ce mot concurrent, car nous ne sommes pas des concurrents. Bien entendu, naturellement les gens nous placent l'un contre l'autre, mais nous faisons chacun notre propre truc, nous avons notre propre délire. On essaye d'être différents afin de créer notre propre fanbase et essayer de proposer un choix aux fans comme à l'époque entre la WCW et la WWE. Parce que pendant longtemps on n'avait plus ce choix, il n'y avait plus qu'une fédération et maintenant les gens ont à nouveau le choix et je pense que ça leur plaît. Et donc en tant que star établi, quel était ton état d'esprit en allant vers la AEW? Car au final c'était toi la star, c'était toi le non connu. Bien entendu il y a d'autres catcheurs mais c'est toi la star. Donc quel était ton état d'esprit et est-ce qu'il y avait de la pression? En toute honnêteté il y avait énormément de pression et voici pourquoi. Quand j'ai quitté la WWE et que je me suis retrouvé à la New Japan où j'étais la tête d'affiche du Tokyo Dome avec Kenny Omega, il y a eu une énorme hausse d'activité, un pic du business pour la New Japan. Et pas uniquement à Tokyo où je pense que l'annonce de notre match a vendu près de 15 000 billets pour le Tokyo Dome, mais également au niveau des audiences et au niveau du nombre de personnes qui se sont abonnées au service de streaming de la New Japan. Il y a eu une augmentation de près de 300% au niveau des abonnements au service de streaming. Et ça a été l'élément déclencheur pour Tony Khan, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit qu'il y avait de la place aux États-Unis pour une autre fédération majeure. On l'a vu, on le voit au Japon actuellement, c'est Jericho contre Omega. Et la raison pour laquelle ça marchait tellement bien, c'est parce que Jericho est le mec que les gens connaissent. Et donc je peux être le pont, je peux être le lien pour prendre les gens qui regardent la WWE et les emmener vers la New Japan. Et donc ils verront Chris Jericho et ils vont découvrir Kenny Omega, ils vont se dire mais c'est qui ce catcheur? Et ils vont également découvrir tous les autres catcheurs qui sont sur la carte. Et donc c'était le même concept pour la AEW. Amenons Chris Jericho et les gens le connaissent, donc les gens vont regarder. Et c'est pareil par exemple pour Jim Ross, tout le monde connaît la voix de Jim Ross, donc forcément les gens vont regarder par curiosité. Nous sommes les deux noms qui sont connus de manière mondiale, et donc quand les gens viennent regarder le show, petit à petit ils vont découvrir ces autres catcheurs, ils vont découvrir ce roster rempli de talents incroyables. Donc c'était un big deal, mais c'était également un énorme risque, Steve. Parce que personnellement je me disais que ça pouvait être la plus grande chose que j'allais faire. Mais qu'est-ce qui se passe si ça ne fonctionne pas, Steve? Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Il y a toujours ce petit élément, cette petite pensée au fond de ta tête où tu te demandes est-ce que ça va marcher, mais honnêtement j'essayais de pas trop y penser. Et puis je savais ce que j'allais être si je retournais à la WWE. Je savais que la première chose que je devrais faire si je retournais à la WWE, c'est placer quelqu'un sur la liste de Jericho. Le problème c'est que nous étions en 2019 ou en 2020 et la liste date de 2016. C'est comme si on te demande de rejouer la même chanson tout le temps alors que depuis tu as sorti 10 autres tubes. Et puis il y a également un autre argument majeur, c'est qu'en 2016 quand j'ai eu cette rivalité avec Kevin Owens, je pensais que c'était l'une des meilleures histoires de l'année, si ce n'est la meilleure. Et on était censé s'affronter lors du main event de WrestleMania cette année. Mais quand on est arrivé à WrestleMania, le main event est passé de Jericho contre Owens à Goldberg contre Lesnar. Donc on est passé du main event du show au deuxième match de la soirée. Et après WrestleMania, je me suis dit... je vais être à cette place toute ma vie. Je vais me retrouver dans le deuxième match de la carte pour tout le reste de ma carrière à la WWE. Je vais être un mec qu'on va tout le temps placer dans le second match de la soirée, je vais être un second match guy, mais le problème c'est que dans ma tête j'étais pas un second match guy, j'étais pas un mec que tu places aussitôt dans ta carte. Donc ce sont les raisons pour lesquelles je suis allé à la New Japan, et je me suis retrouvé à être la tête d'affiche du Tokyo Dome 3 années d'affilée. Puis quand l'opportunité AEW s'est présentée, je me suis dit que je veux continuer à faire ça. J'aime être the guy, j'aime être le top guy. Ce que je n'avais d'ailleurs jamais réellement été auparavant, et donc j'ai pu l'être à la New Japan, et derrière j'ai emmené tout ça à la AEW. Et les 2 premiers mois à la AEW, tout reposait sur mes épaules, puis petit à petit le reste du roster s'est développé. Et aujourd'hui nous sommes une grande équipe,
Mais au début, tout reposait sur mon dos. C'était ma responsabilité de porter cette entreprise jusqu'à la terre promise, on va dire. Je sentais que j'avais une énorme responsabilité par rapport à la AEW. Et est-ce que tu vas voir les autres en leur disant tu dois faire ci, tu dois faire ça, ou est-ce que tu diriges en montrant l'exemple? Non, personnellement, moi tu sais, j'essaie de montrer l'exemple, et il faut comprendre qu'on a un roster énorme avec beaucoup de très bons catcheurs, mais plusieurs de ces catcheurs n'ont jamais été à la télé, ils n'ont jamais catché pour des caméras, et c'est quelque chose de très différent. Tu dois penser à plein de choses en même temps. Il faut penser à la caméra principale, il faut écouter les réactions de la foule, il y a un timing pour le match, il y a des publicités pendant le match, donc tout ça, ça s'apprend. Mais je voulais également qu'ils comprennent que la création de la AEW, c'est un big deal. C'est quelque chose de majeur, de très important qui n'arrive pas tous les jours. Et notre premier show était à Las Vegas au MGM Grand et c'était sold out. Donc j'ai eu un petit meeting avec toute l'équipe et je leur ai dit écoutez, je veux que vous vous rappeliez de ce moment parce que c'est un moment historique, peu importe ce qui se passera après. C'est la première fois en 20 ans qu'on a une autre entreprise qui peut sell out le MGM et se retrouver à guichet fermé en quelques heures. Une entreprise qui va sûrement vendre des dizaines de milliers de pay-per-view ce soir. Une compagnie qui va bientôt avoir un show télévisé sur TNT. Donc vraiment, ne prenez pas tout ça comme un acquis parce que ça n'arrive pas tous les jours et ça n'arrivera sûrement plus jamais. Et disons que derrière, je suis un petit peu devenu le leader naturel des vestiaires, mais tu ne t'auto-proclames pas leader tout seul. Par exemple, Steve à la WWE, The Undertaker n'a jamais dit « je suis le leader ». Mais c'est naturel, il l'est devenu, et tout le monde le sait, tout le monde le respecte. Et c'est pareil pour moi, je n'ai jamais dit « je suis le leader ». Mais si les gens ont besoin de conseils, ou s'ils ont des idées, ils savent qu'ils peuvent venir toquer à ma porte n'importe quand. Je te jure que parfois j'ai l'impression de me prendre pour Vince maintenant, parce que parfois lors des shows, il y a la queue derrière ma porte, il y a tellement de personnes qui veulent venir me parler. Les gens sont là parce que j'ai des conseils, et je vais pas uniquement te dire ce que tu veux entendre, mais parfois je vais également te dire ce que tu ne veux pas entendre justement. Donc c'est également ma responsabilité à la AEW. Écoute, on reviendra à la AEW un peu plus tard car je veux également parler de la New Japan. Mais d'abord, en grandissant, quand tu étais jeune, tu es tombé amoureux du catch, comment est-ce que tu es tombé dedans ? Je suis tombé amoureux du catch parce que ma grand-mère regardait le catch, et donc je regardais avec elle quand j'étais petit. Elle adorait les gentils et elle détestait les méchants, elle détestait notamment Jesse de Body Ventura. Et moi j'adorais Jesse Ventura, mais donc bien entendu je pouvais pas le montrer devant ma grand-mère. Et tu l'as déjà sûrement entendu, mais quand j'étais petit je voulais être deux choses. Je voulais devenir catcheur et je voulais devenir une rockstar. Et j'adorais les identités individuelles qu'avait chaque catcheur, les personnages, etc. Parce que par exemple dans le hockey tu fais partie d'une équipe, vous avez tous la même tenue, vous mettez vos masques, et donc c'est un petit peu comme si vous étiez des soldats. Mais moi ce que j'aimais c'était cette singularité, moi j'aimais Jesse de Body Ventura, j'aimais Nick Bockwinkel. Et j'ai toujours un petit peu rapproché ça au monde du rock, parce que par exemple dans les groupes de musique, tu connais toujours le leader du groupe. Donc j'ai grandi en voulant être un catcheur. Je savais ce que je voulais faire. Le problème c'est que quand tu dis que tu veux devenir catcheur en 87 ou en 88, et que tu vis dans le nord du Canada, c'est comme si tu disais que tu voulais devenir fakir ou encore mime. Les gens me répondaient « Quoi? Mais tu veux devenir catcheur? Mais comment tu vas faire? Où est-ce que tu vas apprendre ?» Donc je cherchais par exemple des écoles dans les magazines qu'il y avait à l'époque. Et à l'époque, j'étais vraiment à fond dans la Stampede Wrestling, une fédération canadienne. Parce qu'ils avaient beaucoup de très bons catcheurs, mais avec un plus petit physique, on va dire. Il y avait Brian Pillman, il y avait Owen Hart, et parfois t'avais même Bret Hart ou Davey Boy Smith qui revenaient faire des shows à la Stampede Wrestling pour Stewart. Donc on avait des athlètes d'un autre niveau. Et un jour, à la fin du show à la télé, il y avait une petite publicité qui disait « Si vous souhaitez devenir catcheur, voici une adresse ». Donc j'ai écrit une lettre que je leur ai envoyée à l'ancienne, et 6 semaines plus tard, j'ai reçu une réponse avec un petit fascicule qui présente l'école. C'était la Hart Brothers Pro Wrestling, et donc au final, c'est devenu mon objectif. Et donc tu t'es entraîné combien de temps avant de te lancer? Parce que tu as catché un petit peu sur le circuit canadien, mais rapidement tu te retrouves au Mexique et t'es un gosse. Oui, je me suis retrouvé au Mexique vers Noël 92, donc au final à peu près 2 ans d'entraînement avant que j'aille là-bas. Et comment ça s'est passé au niveau de ton adaptation pour toi, un mec qui vient du Canada et qui se retrouve au Mexique? C'était bizarre, parce qu'avant ça j'avais effectué une tournée au Japon pour la FMW avec Onita. Et ça a un petit peu été mon premier choc culturel. Je me rappelle qu'un jour j'étais allé dans les magasins pour faire quelques petites courses. Et donc j'ai pris du lait, j'ai commencé à boire le lait et d'un coup j'ai tout recraché, j'ai vomi. Parce qu'en fait c'était du lait de chèvre. Donc il y avait plein de petites choses bizarres au Japon. Donc finalement aller au Mexique c'était un peu plus proche qu'aller au Japon. Et le Mexique était un petit peu plus similaire au Canada par rapport au Japon on va dire. Mais en tout cas les deux territoires avaient des points en commun. Notamment le fait que les catcheurs voulaient réellement te frapper, te faire mal. Ils n'étaient pas heureux que tu sois ici chez eux et que tu leur prennes une place. Et encore, au final, les Japonais, ils le font surtout parce que voilà, c'est le style japonais, c'est une tradition. Par contre, les Mexicains, eux, ils voulaient vraiment te frapper, ils voulaient vraiment te faire du mal parce qu'ils n'appréciaient pas que tu sois là-bas. Mais on parle des gens qui sont plutôt au bas de la carte dans des petites fédérations, par exemple à Monterrey. Donc au début, tu dois faire face à ça, tu dois dealer avec ça, mais une fois que c'est passé, c'est bon, on peut enfin travailler.
Et au fil des années, je me suis retrouvé dans de plus grandes fédérations au Mexique, dans les big leagues, dans les grandes ligues, et c'est là que j'ai rencontré Ultimo Dragon. Ultimo Dragon était toujours à la recherche de nouveaux adversaires, et moi je voulais absolument aller au Japon. Parce que c'est là-bas que tu avais Black Tiger, Jushin Liger, Ultimo Dragon, etc. Donc au final, en fait, j'avais toujours une sorte de plan. Je me suis dit que si je vais au Mexique et que je me débrouille bien, peut-être que je rencontrerai Ultimo Dragon et peut-être qu'il m'emmènera au Japon. Et au bout d'1 an après avoir effectué un bon travail au Mexique, eh bien Ultimo Dragon m'a emmené au Japon. Et là-bas on avait des matchs un peu plus construits, un peu plus compliqués parce qu'il faut savoir que lui et moi on était de très bons adversaires, on avait une très bonne alchimie. Et c'est à cette époque que le business a évolué et qu'on avait de plus en plus de high spot, de plus en plus de voltige. Mais juste une question, tu étais quel genre d'étudiant au lycée et à la fac? J'étais terrible, j'étais horrible au lycée, tout ce que je voulais c'était rock'n'roll. Je voulais pas être en cours, je voulais pas aller à l'école, je voulais simplement faire de la musique, j'étais dans un groupe au lycée et je ne pensais qu'à ça. Je voulais aller au show de catch, je voulais aller au concert, je ne pensais pas à l'école. Mais une fois que j'ai pu me concentrer sur des choses plus intéressantes, c'est là que j'étais vraiment lancé et que j'étais en feu. Donc c'est une leçon que je donne tout le temps à mes enfants, je leur dis qu'il faut sortir du lycée, peut-être qu'ils vont pas forcément kiffer, mais derrière ils iront à la fac, ils iront à l'université, ils pourront choisir les thèmes qu'ils aiment, et là ils vont vraiment apprécier ce qu'ils feront et ce qu'ils vont apprendre. Ok, perso, je te posais cette question parce que justement récemment t'as sorti un livre, La grande liste de Chris Jericho, et donc j'ai découvert que tu tenais une liste de tous les matchs que tu as eu durant ta carrière, et tu nous as également parlé du fait que tu avais toujours un plan durant ta carrière, donc tout avait l'air très réfléchi. Donc t'étais un petit peu en avance sur ton temps parce que les gens qui se lancent dans le business ne sont pas comme toi. Les gens réfléchissent normalement au jour le jour, alors que toi tu avais un plan. Oui, je suis content que tu me parles de cette grande liste de Chris Jericho, car encore une fois en fait tout ça vient de l'époque. Un jour j'ai appelé Keith Hart, donc l'un des frères Hart, et je lui ai demandé t'as eu combien de matchs durant ta carrière? Et il m'a dit écoute, je ne sais pas, il n'y a personne qui tient des statistiques par rapport au nombre de matchs des catcheurs. Et je me suis dit c'est n'importe quoi, donc moi je vais tenir un journal, une liste de tous les matchs que j'ai effectués durant ma carrière, mais pas que les matchs. Mon adversaire, combien j'ai été payé par match, la note que j'ai eue pour ce match, la ville où ça a eu lieu, j'ai toutes les informations par rapport à tous les matchs de ma carrière. J'avais gardé tout ça sur des papiers, sur des feuilles, et si tout ça avait brûlé un jour, ça aurait disparu, mais dorénavant ça a été retranscrit dans un livre, donc nous aurons ces informations pour toujours. Donc tu vas catcher au Mexique, puis tu vas catcher au Japon, et après, qu'est-ce qui se passe? C'est le retour aux États-Unis? Oui, tu sais, en gros, je cherchais toujours la prochaine phase, la prochaine étape. Donc quand j'étais au Mexique, j'y étais pendant à peu près 2 ans, et c'est la première fois que je suis vraiment devenu une grande star dans un territoire. À l'époque, je m'appelais Corazon de Leon, donc Lionheart, et j'étais sur la couverture de tous les magazines. Et on peut déjà trouver beaucoup de ma personnalité et ce que je deviendrai plus tard, à cette époque au Mexique, parce que je m'inspirais toujours des mêmes choses, notamment cette idée d'être un petit peu comme un leader d'un groupe de rock, être une star du rock mais dans le monde du catch. Je savais que je ne pouvais pas être le mec le plus imposant du show, car on était au début des années 90, tu avais beaucoup de physique à la Hulk Hogan. Mais par contre, je savais que je pouvais être le catcheur avec le plus de personnalité, le plus de charisme et le meilleur personnage. Puis du jour au lendemain au Mexique, il y a eu un crash de la monnaie, donc du peso. Et suite à ce crash du peso, mes revenus ont baissé de 60%. Et c'est pas la faute du promoteur, c'est simplement que la monnaie a perdu de sa valeur. Donc c'était clairement le moment de trouver un autre endroit où aller. Mais ce qui est vraiment intéressant avec toi, c'est que déjà avant de t'entraîner, au final, tu pensais toujours à ce personnage. Ce personnage sur lequel tu travaillais continuellement et qu'au final tu as utilisé pendant près de 30 ans. Et donc au final, derrière, comment est-ce que tu t'es retrouvé à la ECW? Et est-ce que Paul Heyman a partagé un petit peu de sa sagesse à l'époque? Est-ce qu'il t'a donné des conseils? Alors, je suis allé au Japon et j'ai catché à la Sumo Arena contre Ultimo Dragon. C'était au sein de la fédération WAR, la War, Wrestle and Romance. C'était leur 3e anniversaire, le show était sold out. Et Ultimo Dragon et moi, on a eu un excellent match. C'est l'un de mes matchs préférés du début de ma carrière. Et en gros, la cassette de ce match a énormément tourné auprès des fans et auprès des catcheurs à travers la planète. Et Mick Foley était présent au show, et donc Mick Foley a parlé de moi, de Chris Jericho, à Paul Heyman. Donc un jour, alors que je suis à Calgary au Canada, Paul Heyman m'appelle un samedi à 10h du matin, et il me demande si je peux être à Philadelphie le soir même pour un show ECW. Mais en gros, il est 10h du matin, et de Calgary à Philadelphie, il y a près de 10 heures de vol, donc c'était impossible. Et donc je pensais que j'avais raté ma chance parce que je n'ai pas pu me rendre au show. Et donc au final, ça m'a pris 1 an pour être booké à la ECW. J'appelais Paul Heyman chaque mois et dès qu'il décrochait, je disais que c'était Chris Jericho et il me répondait Salut Jericho, excuse-moi, j'ai Jimmy Snuka sur l'autre ligne, t'inquiète pas, je te rappelle. Et au bout d'1 an, quand j'arrive enfin à l'avoir pour une vraie conversation, il me répond Ah, Chris Jericho, ça fait 1 an que j'essaie de te contacter pour te parler. Et donc c'est de cette manière que j'ai intégré la ECW, et les gens m'ont toujours un petit peu collé à cette fédération comme si j'étais un mec de la ECW, mais au final, il faut savoir que je n'ai catché que 22 matchs à la ECW. J'y étais pour 11 week-ends, donc 22 matchs. Mais encore une fois, ça a été mon pont ou ma porte d'entrée pour la prochaine étape,
qui est la WCW. Et donc comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu es passé de la ECW vers la WCW? Alors déjà, il faut savoir que j'ai jamais eu peur de pousser ou d'insister pour faire avancer les choses, et ça vient de mon père. Mon père m'a toujours dit, écoute, personne ne va prendre le téléphone et t'appeler, c'est à toi d'appeler, c'est à toi de te bouger. Donc comme tu le sais, comme je l'ai dit, je cherche toujours les opportunités, et à cette époque, je travaillais à temps plein au Japon. Temps plein, ça veut dire en gros que j'y allais tous les mois. En 95, je suis allé à la War 12 fois. Et en gros, mes vols habituellement, c'était Calgary, Los Angeles, Tokyo, puis Tokyo, Los Angeles, Calgary. Donc je restais à chaque fois quelques jours à Los Angeles. Et il y avait souvent des shows de lucha libre à LA, donc j'allais bosser lors de ces shows. Je me disais que j'allais faire quelques dollars et peut-être que j'allais rencontrer quelqu'un, peut-être que j'allais me faire une connexion. Puis il y a eu un show en 96, c'était le show de Antonio Inoki, le World Peace Festival. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a un petit peu ouvert cette porte interdite, la fameuse Forbidden Door. Et donc il y avait des catcheurs de la New Japan, la WCW, la AAA et quelques autres fédérations mineures, on va dire. Et je me suis directement dit, il faut que je sois sur la carte de ce show. Parce qu'il y aura des gens de la WCW et de la New Japan qui seront présents, donc si je suis sur la carte, peut-être que quelqu'un va me remarquer. Donc je connaissais quelqu'un qui bookait des talents lucha libre pour le show. J'ai payé mon propre billet d'avion à Los Angeles pour être sur place, et donc ils m'ont dit que si j'arrivais à me rendre jusqu'au show, je serais sur la carte. Et du coup, je pensais que j'allais être dans un match un petit peu lambda, genre un 4 contre 4, où tu sais pas forcément qui il y a dans le match, mais je me suis retrouvé dans un match à 3 face à Conan et Bam Bam Bigelow. Et je ne sais pas vraiment comment ça se fait, mais en tout cas, je connaissais Conan vu que je l'avais vu au Mexique, mais je crois surtout que Bam Bam Bigelow m'avait vu dans des magazines au Japon, parce que bien entendu, lui, il était une star au Japon. Et je sais pas trop ce qui s'est passé, si Bam Bam était énervé ou s'il s'était embrouillé avec des gens en coulisses, mais au final, il m'a dit, ouais, t'inquiète, je te donne la victoire, je vais te faire gagner. Et donc à la fin, on a fait un spot où nos épaules à tous les deux étaient au sol, mais j'ai levé une épaule au dernier moment et j'ai gagné. Mais surtout, là où ce match m'a aidé, c'est que ce soir-là, Eric Bischoff était présent. Il faut savoir que des gens avaient déjà parlé de moi à Eric Bischoff, mais du coup le plus drôle c'est que du coup la veille j'ai vu Eric Bischoff, il m'a donné sa carte et il m'a dit de venir à Atlanta pour un meeting, pour un rendez-vous. Mais par contre le lendemain, le jour du show, le jour du World Peace Festival, Eric Bischoff était à l'arène et il est parti avant mon match, il ne m'a même pas vu catcher. Et j'ai jamais compris ça parce que je me suis dit si tu m'invites à Atlanta et que tu vas sûrement me signer derrière, est-ce que tu souhaiterais pas d'abord me voir catcher en direct? Mais non, il s'est cassé, donc au final derrière j'ai signé à la WCW. Donc tu te retrouves à la WCW, t'as plein d'adversaires qui sont géniaux, et tu développes également ta personnalité, et je voudrais parler un petit peu de la première liste de Jericho, Jericho qui cite les 1004 prises qu'il connaît. Il faut que je te pose des questions par rapport à ce segment, comment est-ce que t'as réussi à faire valider cette liste des 1004 prises? Quelle était ta relation avec les officiels? J'imagine qu'elle était bonne, parce que t'as eu quelques titres à la WCW. Mais donc parle-moi de ce segment, parce que j'imagine que c'était ton idée. Alors quand j'étais à la WCW et que j'ai enfin effectué un heel turn, la fédération ne nous donnait pas vraiment beaucoup d'importance, à moi et les gens de ma catégorie, parce que tout le monde se concentrait sur la NWO. Et y a pas de souci, ça me va, c'est normal. Bien entendu, la NWO était énormément importante à l'époque, mais je persiste à dire que l'une des autres raisons pour laquelle la WCW battait la WWE à l'époque, c'était la division Cruiserweight. Et juste pour précision, je pesais déjà 225 livres, donc environ 102 kilos, donc je sais pas vraiment quelle sorte de cruiserweight j'étais. Et donc ce que je faisais, c'est que comme j'avais un petit peu de réaction en tant que heel de la part des fans, je demandais à Bischoff si je pouvais un petit peu parler au micro avant mes matchs. Et Bischoff me disait oui, mais sois rapide. Et donc je disais quelque chose de très rapide, du genre Unterglieben, Glauben, Globen, ou quelque chose de stupide en gros, mais pour faire réagir les fans. Mais donc cette liste des 1004 prises de Chris Jericho, c'était à Chicago, et en toute honnêteté, c'était une idée de Disco Inferno. Et il a réussi à la faire valider par Terry Taylor, qui était l'un des bookers à l'époque. Donc l'idée en gros, c'était que Dean Malenko, avec qui j'étais en rivalité à l'époque, était l'homme aux 1000 prises, et donc moi j'ai proclamé que j'étais l'homme aux 1004 prises, j'en connaissais 4 de plus que lui. Donc j'ai décidé de répéter certaines prises, par exemple le armbar, j'ai également Raven qui m'a donné quelques conseils par rapport à certaines blagues dans la liste. Donc on fait le segment, je commence à lister des prises, et là il y a une pause publicitaire. Et pendant la pause, j'ai pas continué à lire des prises, à la place j'ai insulté toutes les équipes sportives de Chicago afin de faire réagir la foule. Donc quand on revient de la pause publicitaire, vous pouvez entendre la foule qui est en train de huer, mais en fait ils étaient énervés parce que je venais d'insulter leurs équipes préférées. Mais dès que la caméra reprend, je me remets à lire des noms de prises de ma liste, et donc ça donnait l'impression que je m'étais pas arrêté pendant toute la pause publicitaire. Et donc clairement c'était drôle, c'était divertissant, c'est pas forcément totalement ce que devrait faire un heel, mais en gros j'essayais de faire tout ce que je pouvais pour essayer de sortir du lot et me faire remarquer et faire réagir la foule. Sachant que clairement on n'avait pas beaucoup de temps d'antenne et que la fédération ne nous accordait pas énormément d'importance. Mais au moins j'arrivais à avoir du temps d'antenne et à me faire remarquer. Mais je ne changerais rien par rapport à ma
ma période à la WCW parce que j'ai appris beaucoup de choses, et notamment ce que j'ai appris c'est que quand tu as du temps d'antenne, que ce soit 1 minute ou 10 minutes, c'est à toi, c'est ton moment. Et tu dois faire tout ce que tu peux pour sortir du lot durant cette période. Même si c'est qu'1 minute, il faut faire quelque chose pour que les gens se souviennent de toi, parce que peut-être que lors du prochain show, tu n'auras même pas 1 minute. Mais par contre, si tu arrives à dire ou faire quelque chose avec lequel la foule aura une connexion, alors peut-être que la semaine prochaine, tu auras 2 minutes. Et dis-moi, est-ce que tu as senti à la WCW qu'une fois qu'on t'a mis dans la division Cruiserweight, tu ne sortiras jamais de cette case? Oui, totalement, et j'ai toujours comparé ça au système des castes en Inde. En gros, ce que ça veut dire, c'est que quand tu nais à un certain niveau, eh ben tu vas rester à ce niveau toute ta vie, tu ne peux pas évoluer. Peu importe à quel point tu es bon, tu es génial, tu ne peux pas monter, tu restes bloqué dans ta case, dans ta caste. Et je me rappelle qu'à l'époque, quand Eric Bischoff m'avait signé, il m'avait dit qu'il avait de gros plans pour moi. Donc je me demandais ce que c'était, et il m'a dit qu'en gros, il voulait faire de moi le Shawn Michaels de la WCW, donc ma première rivalité sera contre Brad Armstrong. Et donc là forcément je comprends pas parce qu'il dit qu'il veut faire de moi son Shawn Michaels, et à l'époque Shawn Michaels était le champion, donc je me demande qui je vais affronter, Sting, Roddy Piper, et il me dit Brad Armstrong, et je n'ai rien contre Brad Armstrong, je l'adore, mais à la WCW, Brad Armstrong était tout en bas de la carte. Et donc je comprends pas trop où il souhaite me placer, où il souhaite me mettre dans la carte, mais au final je comprends qu'il s'agira de la division Cruiserweight. Et honnêtement au final c'est tellement dommage, parce que si tu regardes cette division quand on était en feu, si tu prends le grand Eddie Guerrero de la division Cruiserweight WCW, ou si tu me prends moi à l'époque, et que tu nous places face à Sting ou face à Lex Luger, on pourrait faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui à la AEW. C'est-à-dire le catcheur plus ancien, les vétérans qui travaillent avec les jeunes talents, et du coup ça donne de l'importance aux deux, au lieu d'avoir uniquement les jeunes qui catchent entre eux et les vieux qui catchent entre eux, sachant que cette situation n'aide personne. Et donc maintenant j'aimerais que tu nous parles d'une autre période de ta carrière à la WCW, ta période avec Ralphus. Alors en fait ça vient de Goldberg. Un jour j'ai vu Goldberg faire son entrée avec sa sécurité, et je me suis dit qu'il me faudrait également ma propre sécurité. Et à la base je voulais aller chercher des élèves musclés de l'école de la WCW, le Power Plant. Mais ça faisait quelque temps que je croisais ce Ralphus dans les coulisses, qui conduisait des camions pour la WCW. Et plus précisément il conduisait le camion avec tous les éclairages. Et il était toujours en mode Hey salut Jericho, comment ça va bien? Et il avait ses dents un petit peu cheloues comme ça sur le côté qui ressortaient comme du maïs. Et donc je lui ai demandé, j'ai dit écoute, est-ce que tu voudrais m'accompagner jusqu'au ring lors du show? Et il faudrait que tu portes ce t-shirt, mais je vais le couper au milieu pour qu'on voit ton ventre. En gros de la comédie quoi, tu vois. Mais encore une fois, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour faire réagir tout simplement. Et donc tu commences à développer, ton personnage s'améliore, tu montres des flashs on va dire de génie de temps en temps, mais d'un coup, tu mets fin à ton run à la WCW. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a mené à la fin de ton run? Bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours voulu travailler pour Vince McMahon. Car encore une fois, tu vois, c'est ce plan que j'avais en tête. Et rappelez-vous que moi j'ai grandi au Canada et on n'avait pas la WCW. Moi, mon vrai rêve, c'était de devenir le champion intercontinental WWE. Je voulais travailler pour Vince McMahon, je voulais catcher au Madison Square Garden, où mon père jouait au hockey des années auparavant, et où j'assistais à ces matchs quand j'étais petit. Malheureusement, la WWE ne m'a pas appelé à cette époque, mais la WCW m'a signé. Donc je me suis dit que peut-être que si je vais là-bas, derrière je vais devenir une grande star et la WWE va peut-être enfin vouloir me signer. Ou en tout cas, je me ferai remarquer d'une manière ou d'une autre. Mais à côté de ça, il y a également eu l'histoire avec Goldberg qui devait simplement être une blague au départ. En gros, ce qui s'est passé, c'est que lors d'un pay-per-view, j'ai challengé Goldberg, et à la place, on m'a envoyé une sorte de faux Goldberg, une sorte de Gilbert, on va dire, et c'est ce qui a lancé toute cette petite rivalité. Et donc le fait que je challenge Goldberg et qu'ils envoient une sorte de faux Goldberg qui était ridicule, ça a énervé Goldberg. Et il faut savoir qu'à l'époque, Goldberg démarrait dans le business, il avait peu d'expérience, il était très green, il était très vert, et il s'est énervé contre moi, il était fâché. Mais on a continué à pousser la storyline jusqu'à ce que ça mène à un match entre Chris Jericho et Goldberg, mais qui au final n'a jamais eu lieu parce que Goldberg ne voulait pas le faire. Et j'ai vraiment trouvé ça dommage parce que je me disais que là on avait un angle dans lequel les gens étaient à fond. Et ce que je voulais faire, mon objectif, c'était de proposer le plus grand squash match de tous les temps. Mais au final donc ça n'a jamais mené à rien à cause de différentes opinions et différentes personnes. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux encore faire ici? Qu'est-ce que je peux faire de plus à la WCW? Je viens de créer un angle à partir de rien, et les gens étaient prêts à payer pour voir notre match. Et la WCW voulait qu'on ait notre match lors d'un show hebdomadaire télévisé, mais je leur expliquais que non, il valait mieux le faire lors d'un pay-per-view. Et attention, je ne pensais pas ne serait-ce qu'un instant que j'allais gagner. Bien entendu, c'était Goldberg qui allait gagner le match, il n'y avait aucun doute à ce niveau-là, et je ne souhaitais pas gagner, je savais qu'il était la superstar. Mais tout ce que je souhaitais, c'est que les gens payent pour voir ce match.
faisons payer les gens et ne leur offrons pas ce match gratuitement lors d'un show TV hebdomadaire. Je voulais pas simplement être le numéro 150 ou le numéro 151 de sa streak après un match contre Humorus ou Glacier par exemple. Je voulais pas simplement être un parmi les autres. Mais au final, ce n'était pas possible, ça n'est jamais arrivé, et donc je me suis dit, il faut que je parte, c'est le moment pour moi de quitter la fédération. Mais du coup, est-ce que ton contrat allait expirer? Est-ce qu'il allait prendre fin? Alors non, justement, mais déjà ce qu'il faut savoir, et je pense que vous l'avez remarqué, je n'ai aucun problème avec le fait de partir quand je sens que c'est le moment de m'en aller. Et il faut savoir qu'au début, quand j'ai rejoint la WCW, j'ai catché pendant plusieurs mois sans avoir signé mon contrat, et du coup c'était un petit peu devenu une blague, je me suis dit quand est-ce qu'ils vont se rendre compte que je n'ai toujours pas signé. Et au bout de quelques mois ils s'en sont rendus compte, ils m'ont fait remarquer et j'ai signé mon contrat. Mais du coup je m'étais dit un petit peu pareil à la fin, je m'étais dit peut-être qu'ils ne vont pas remarquer que mon contrat va bientôt expirer. Mais au bout d'un moment Eric Bischoff s'en est rendu compte. Et donc là il a commencé à me traquer à chaque show pour me faire signer un nouveau contrat. Donc je l'ai évité pendant quelques temps, mais au final on a trouvé un deal, sauf qu'il a mis 6 mois à me présenter le nouveau contrat. On avait un accord verbal, mais il a mis 6 mois à revenir vers moi avec le contrat papier derrière, et durant ces 6 mois, au bout de 3-4 mois, à un moment je me suis dit, et si c'était Hogan? Si c'était Hulk Hogan, le contrat aurait été sur sa table le lendemain. Donc là, je recommence à essayer d'éviter Eric Bischoff. Mais au bout de plusieurs semaines, il m'a donné un ultimatum, il m'a dit écoute, signe ce contrat tout de suite, sinon il y aura des conséquences. Et en gros, ce qu'il voulait dire, c'est que si tu ne signes pas le contrat, tu ne peux pas garder le titre des États-Unis, car j'étais le champion à l'époque. Mais j'ai refusé de signer, et donc le soir même, j'ai perdu le titre face à Conan. Et donc derrière, il me restait 2 mois de contrat, et la WCW m'a uniquement utilisé lors des house shows, ce qui est génial parce que les house shows sont fun. Et ce qui est énorme, c'est qu'au final, c'était mieux pour moi, parce que moi, je pensais que pendant les 2 derniers mois, ils allaient m'utiliser à la télévision et me faire jobber, essayer de détruire ma crédibilité et mon image en me faisant perdre plein de matchs. Mais là, ils ne m'ont plus mis à la télé, et donc c'était parfait pour moi. Et donc derrière, direction la WWE. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as été recruté par Vince ? Alors c'est une histoire géniale. Alors ce qui s'est passé, c'est que je suis très proche de Don Callis, et Don Callis travaillait pour la WWE à l'époque. Il était autour de la table des scénaristes, donc avec Bruce Pritchard, avec Vince Russo, avec les bookers de la fédération. Et un jour, Don m'a dit qu'apparemment Vince Russo veut m'appeler. Et donc Vince Russo m'a appelé et il m'a demandé quelle était ma situation contractuelle, et à l'époque il me restait encore 1 an et demi de contrat avec la WCW, et j'ai prévenu Russo que je n'allais pas quitter la WCW. Et j'aurais pu demander à être libéré de mon contrat, mais j'ai expliqué à Vince Russo que je n'ai qu'une parole, j'ai un honneur, et donc je souhaite respecter mon contrat actuel, et il me restait donc environ 18 mois à la WCW. Mais je lui ai également fait comprendre qu'à la fin de ce contrat, je souhaiterais les rejoindre, parce que j'ai toujours rêvé de bosser à la WWE. Et donc à la fin de l'appel, en gros, le mot d'ordre, c'était de rester en contact, on va garder contact. Puis on avance un petit peu dans le temps, on se retrouve en janvier 99, et si je me rappelle bien, je crois que mon contrat prenait fin en août 99 avec la WCW. Et après un show WCW, j'ai prévenu la fédération que j'allais m'occuper moi-même de mes propres déplacements pour le prochain show. Et là, en fait, j'avais reçu des billets d'avion de la part de la WWE pour aller à Stanford. Donc je prends mon vol, j'arrive à l'aéroport, il y a une limousine qui m'attend et qui m'emmène directement chez Vince McMahon. Et donc réfléchis à ça pendant un instant, je suis un catcheur sous contrat avec la WCW et je suis actuellement en train d'aller vers la maison de Vince McMahon. Et je me souviens que j'étais terrifié parce que forcément je voulais faire une bonne impression. Donc on arrive, je toque à la porte et c'est Shane McMahon qui m'accueille, il se présente. Et là quand j'arrive dans la maison de Vince McMahon, ils sont en plein meeting en train de booker les shows de la semaine. Donc ils étaient tous autour d'une table en train de préparer le prochain épisode de Raw. Et donc je m'assois là où il y a de la place et je me retrouve à côté de Vince McMahon. Est-ce que tu penses que c'était une coïncidence ? Je ne pense pas. Et au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Je suis un petit mec de Winnipeg au Canada qui a acheté des billets quand il était jeune pour voir Jake the Snake Roberts catcher. Et là, je me retrouve en plein booking meeting de la WWE. Et je me rappelle d'un moment où ils étaient en train de booker un match, genre, disons, D'Lo Brown contre Gangrel. Et donc, ils se demandent quel devrait être le finish du match. Et là, d'un coup, Vince se tourne vers moi et il me demande, Chris, à ton avis, quel devrait être le finish ? Et je te jure, je ne mens pas, ça ne vient pas de mon imagination, je n'exagère pas. J'étais en plein booking meeting et il me demandait mon avis alors que j'étais un catcheur WCW. Et donc vraiment, je ne comprends pas, je me demande mais qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi est-ce que je suis ici ? Et donc là, ils font une petite pause pour manger, donc ils commandent des sandwichs d'un deli qui était pas loin. Et ensuite, l'une des employées de maison de Vince McMahon avait préparé des brownies. Donc après le repas, elle ramène des brownies, elle les pose sur la table. Et je me dis qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis censé en manger un alors que j'essaye de faire le mec steak depuis avant et que j'essaye de faire l'athlète ?
Est-ce que c'est un test? Je sais pas, je réfléchissais à tout en fait, tu vois. Et donc j'attends jusqu'à ce que Vince se serve, et une fois que Vince s'est servi, j'en prends un également, et c'était d'excellents brownies. Et donc on continue à parler, on parle, et d'un coup je regarde à nouveau vers les brownies parce que je veux à nouveau en prendre un. Mais j'ose pas trop, sauf que je vois que Vince est également en train de fixer les brownies. Et donc là, Vince me regarde, et il y a un petit moment entre nous, et il dit... Il n'y a aucune raison pour laquelle deux gentlemen ne pourraient pas avoir encore un petit brownie. Donc vas-y Chris, je t'en prie, serre-toi. Puis on passe dans une autre pièce et pour info, sur le mur, il y a un énorme tableau, une peinture de Vince, bien entendu. Et donc derrière, je commence à beaucoup parler, je me lâche un petit peu, peut-être trop. Je lui dis que je pourrais être comme The Rock, je lui dis que je pourrais être sa prochaine superstar, je lui dis ci, ça, etc. Et lui, tout ce qu'il me dit à la fin, c'est écoute, appelle-nous une fois que ton contrat a expiré. Il ne m'a pas dit qu'il allait m'utiliser, il n'a pas dit qu'il allait faire une star de moi, il ne m'a pas dit de sortir de chez lui, il ne m'a pas jeté, il m'a simplement dit de le prévenir une fois que mon contrat aura pris fin. Et des années plus tard, j'ai demandé à Vince, mais pourquoi est-ce que tu m'as amené jusqu'à chez toi? Et Vince m'a répondu que c'est parce qu'il voulait me tester. Car après notre rendez-vous, il faut savoir que le fait que j'ai vu Vince McMahon n'a jamais fuité où que ce soit. Personne n'a jamais su que Chris Jericho était allé chez Vince McMahon, et Vince m'a dit que c'est là qu'il a compris qu'il pouvait me faire confiance. Mais je me souviens qu'après ce rendez-vous, j'étais totalement perdu, je ne savais pas ce qui s'était passé, et je me rappelle que quand je suis rentré chez moi, ma femme m'a demandé « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et j'ai répondu « Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. » Mais Chris, lors de ce rendez-vous avec Vince, est-ce que tu as senti que si jamais un jour il t'offre un contrat et que tu viens à la WWE, tu pourrais potentiellement devenir un top guy? Est-ce que tu as senti qu'il pourrait te donner une chance au top? Alors oui, je t'avoue que je l'ai senti et je sais pas trop pourquoi, mais tu sais, c'était à l'époque avant SmackDown ou lors de Raw, tout le monde était over, tout le monde était une star, du début du show jusqu'à la fin du show. Alors bien entendu, c'était pas forcément le même niveau, par exemple toi tu étais le plus over, Steve. Mais tout le monde était une star lors de Raw durant l'Attitude Era. Tous les catcheurs du show avaient un but, ils avaient un objectif, ils avaient une raison d'être là, et ils étaient dans une storyline. Et attention, je ne descends pas la WCW parce que j'ai vraiment appris énormément de choses là-bas, mais au bout d'un moment en fait il fallait que je passe à un autre niveau. Il était temps d'aller où je dois être, donc dans les big leagues, la grande ligue, la ligue supérieure. Et je compare toujours ça au Magicien d'Oz. C'est comme si la WCW était cet univers en noir et blanc, et d'un coup quand j'ai ouvert la porte, la WWE était le monde en couleur. Et donc je pensais que quoi qu'il arrive, au moins j'aurais une chance, j'aurais une opportunité. Et donc derrière il y a eu l'idée de ce countdown, ce compte à rebours qui a mené à tes débuts en août 99. Est-ce que tu peux nous dire de qui vient l'idée de ce compte à rebours? Eh bien disons que si c'était une chanson, en gros, on pourrait dire qu'elle a été coécrite, co-composée par Vince McMahon et par Chris Jericho. En gros, je me rappelle qu'un jour j'étais à la poste, j'étais dans la queue, et j'ai vu cette horloge où il y avait marqué compte à rebours jusqu'au nouveau millénium, donc jusqu'à l'année 2000 parce qu'on était en 99. Donc je me rappelle plus, mais disons que c'était genre 100 jours, 24 heures, 15 minutes et 10 secondes, 9 secondes, 8 secondes, 7 secondes, etc. Et je me rappelle que je me suis dit que ce serait un super moyen d'amener un catcheur à la WWE pour faire ses débuts. Et là je me tape la tête et je me dis bah ça serait super pour moi en fait. Et c'est là que je me suis dit je vais être le Millennium Man, l'homme du nouveau millénium. Et le Millennium Man va apporter du changement, il va se débarrasser de tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien et apporter de la nouveauté. Et si tu te rappelles, lors de ma première promo à la WWE, c'est justement ce que je disais. Tous les catcheurs qui sont actuellement dans la fédération sont chiants, ils sont ennuyeux, et moi justement j'apporte de la nouveauté, je suis cool, je suis charismatique, je suis meilleur qu'eux. Et donc ça vient de là, ça vient du moment où j'étais dans la queue à la poste. Donc j'appelle Vince Russo qui est le booker en chef de la WWE à l'époque, et je lui parle de cette idée et il trouve que c'est génial, et derrière de son côté, il appelle Vince McMahon pour lui raconter. Et c'est là que Vince intervient, parce que nous, on avait prévu le compte à rebours pour qu'il se termine au début d'un épisode de Raw, mais c'est là que Vince est intervenu, il a dit non, tu vas pas faire tes débuts au début du show, tu vas faire tes débuts en plein milieu du show, en plein milieu d'une promo de The Rock. Et c'est là que tu comprends pourquoi est-ce que Vince est le génie de tous les génies. Et c'était énorme parce qu'on sait tous que dans le monde du catch, tu as de la chance quand durant une période, tu as un talent du niveau d'un Hulk Hogan, d'un Bruno Sammartino ou d'un John Cena. Mais à cette époque, en 99, on avait deux talents de ce niveau. On avait toi, Steve Austin, et on avait The Rock. Et donc je vais faire mes débuts en interrompant l'un de ces talents, l'une des plus grandes stars du catch sur la planète. Et tu vois, c'est tout le génie de Vince. Toi, tu vas préparer quelque chose, tu vas préparer une storyline, et tu penses que ça va être génial, et Vince, il va juste déplacer un tout petit élément, et ça va tout changer, ça va devenir encore plus génial. C'est ça ce qu'il fait Vince avec la WWE. Et il me disait toujours, moi je book cette merde, c'est à vous de la faire fonctionner. C'est pas forcément la personne qui va avoir
toutes les idées, mais c'est la personne qui, quand il voit les idées, il sait comment les améliorer, et c'est lui qui a pensé à me faire démarrer en plein milieu d'une promo de The Rock. Et pour moi, c'est clairement la raison pour laquelle ça a fonctionné. C'est ce petit détail, le fait que je démarre directement face à The Rock, qui fait que j'ai pu exploser lors de mes débuts. Et la tenue est importante parce que tu vois, la tenue que j'ai portée lors de mon premier épisode de Raw, c'est une tenue que je n'avais jamais portée où que ce soit auparavant, et pour moi ça c'est important. Quand tu passes à une nouvelle étape, il faut arriver avec une tenue que les gens n'ont jamais vue auparavant. Comme ça ils sentent vraiment le changement et la nouveauté. Et du coup, à quoi tu pensais quand tu étais en coulisses avant la promo? Parce que je veux dire, c'est 50-50 Chris. Soit ça marche, soit c'est un flop. Déjà, il faut savoir que j'avais préparé toute ma promo 2 semaines auparavant chez moi, allongé sur le sol, sur une petite feuille de papier. Donc la promo était prête, j'en avais parlé avec Vince Russo, et la seule autre personne qui était au courant, c'était The Rock. Donc tous les trois, on avait préparé notre segment ensemble, mais personne d'autre n'était au courant, même pas Vince McMahon, il ne savait pas ce que j'allais dire. Et pour moi, c'est l'une des raisons pour laquelle ça a marché, parce qu'il n'y a pas eu 20 personnes qui ont donné leur avis, il n'y avait pas plusieurs officiels, plusieurs niveaux qui devaient valider la promo à l'époque. Et donc on vient de regarder la vidéo de tes débuts face à The Rock, une pop incroyable, c'était la folie dans l'arène. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se passe dans ta tête? Écoute, franchement, quand tu regardes ces extraits, en tout cas, tu te dis que c'est vraiment cool, parce que tu te dis qu'aujourd'hui, 22 ans plus tard, ça ressort encore, et c'est encore considéré comme l'un des meilleurs débuts de tous les temps. Bah honnêtement, c'est même le meilleur, Chris! Merci Steve. Et encore une fois, le but c'est pas de mettre mon ego en avant, mais encore une fois, c'est le fan qui parle en moi et cette personne qui a étudié le business du catch pendant des années. Quand j'étais jeune, j'adorais voir des débuts et j'adorais voir les vignettes qui annonçaient de nouveaux catcheurs. Et donc je voulais vraiment une bonne vignette, un bon moyen de m'amener à la WWE. Et donc avec ce compte à rebours, les gens savaient que quelque chose allait arriver. Et ce qui est assez fou, c'est que comme on peut le voir dans la vidéo, il y a plusieurs gens avec des pancartes où il y a mon nom. Donc les gens savaient que c'était moi en fait. Et donc c'est fou parce que c'est en 99, donc avant la grande période internet. Les gens n'étaient pas aussi informés. Donc les gens savaient que ça allait être moi, mais par contre, je ne savais pas que ça allait leur faire autant plaisir. Je ne savais pas qu'ils allaient autant réagir pour mes débuts. Et donc là, je me suis rendu compte, après la pop, que là, il faut marquer. C'est le moment de tout donner. Il faut un home run, il faut valider l'essai, il faut marquer un but. Par contre, ce que je n'avais pas réalisé, c'est que donc je fais une promo où j'insulte tous les autres catcheurs du roster en disant qu'ils sont chiants, ils sont ennuyeux, ils sont vieux, etc. Et en fait, derrière, et tu le sais très bien, Steve, j'ai eu énormément de hits en coulisses. Beaucoup de personnes ne m'ont pas aimé et ils m'en voulaient. Parce que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que la Monday Night War, la guerre des lundis soirs entre la WWE et la WCW, était réelle. Certes, on est tous des catcheurs, on est tous des collègues, etc., mais il y avait une sorte de division. C'est comme la EW contre la WWE, c'est réel au fond. Et donc après, je m'en rends compte et je me dis, oh mon dieu, j'ai dû m'attirer tellement de hits de la part des autres catcheurs du roster à cause de ce que je viens de dire. Mais une fois que tu mets ça de côté, honnêtement, le segment était plutôt bon, et c'est notamment grâce à The Rock, parce que ce qui est important dans ce segment, c'est que The Rock a toujours été très bon pour donner de l'espace à son adversaire. Que ce soit dans le ring ou que ce soit au niveau des promos, il donne des opportunités pour que son adversaire puisse s'exprimer. Imagine-toi, pendant 3 minutes, il est resté en face de moi et il m'a laissé dire toute la merde que j'avais à dire, alors que c'est une immense star. Alors qu'en toute honnêteté, quand on lui a présenté le segment, il aurait pu dire à Vince McMahon, écoute Vince, non, je vais pas laisser Jericho parler aussi longtemps, c'est moi la star. Il aurait pu dire à Vince McMahon, attends, mais c'est qui ce mec? Et donc je remercierai toujours The Rock pour ça. Et la pose que je fais au début quand j'apparais à Raw et que je suis dos à la foule, avec mes bras levés, ma pose mythique, tu sais d'où j'ai eu ça? J'ai eu ça de Michael Jackson. J'ai vu un concert de Michael Jackson à Mexico City en 1993. Et donc lors du concert, d'un coup t'as Michael Jackson qui sort de la scène et il est de dos, les bras levés, pendant, je te jure, environ 5 minutes. Il ne fait rien, il ne dit rien et c'était la folie, les gens devenaient totalement fous. Et donc c'est de là que ça vient. Quand je me suis retrouvé à Raw, je me suis dit je vais faire la Michael Jackson. Et honnêtement, si on n'était pas en direct à la télé, je serais resté 3 ou 4 minutes. Mais comme c'est la télé, j'ai dû vite me retourner et faire ma promo. Honnêtement, si je devais me noter par rapport à ce segment, je donnerais un 8 sur 10 parce que d'un côté, j'étais encore l'ancien Chris Jericho WCW et j'étais en pleine transition pour devenir un catcheur WWE. Donc je faisais encore des petites grimaces, je tirais la gueule de temps en temps et du coup apparemment d'après les rumeurs en ligne, ça avait déplu à certaines personnes en coulisses parce que c'était un petit peu trop comédie. Mais en plus, à côté de ça, je pense que les catcheurs m'en voulaient en coulisses et que j'avais directement une cible sur mon dos parce que j'étais un ancien catcheur WCW d'un côté et parce que je venais de signer un contrat garanti avec un très très bon salaire. Donc forcément, il y avait un petit peu de jalousie. J'en ai parlé il y a quelques temps avec Triple H quand je l'ai invité à mon podcast Talk is Jericho. On se détestait les premières années, Triple H et moi,
et au final on sait même pas réellement pourquoi. Mais à l'époque on ne s'aimait pas, et quand il est passé à mon podcast, il m'a dit qu'en fait il n'avait pas réalisé en 99 que j'avais décidé de quitter la WCW et que je ne m'étais pas fait virer. C'était un choix pour moi de quitter la WCW pour aller à la WWE, comme il l'avait fait lui-même quelques années auparavant. Donc toi Steve par exemple, tu as toujours été cool avec moi, mais il y avait des gens qui m'en voulaient et qui avaient peur que je prenne leur place, que je prenne leur spot. Et honnêtement je l'ai pas remarqué tout de suite, c'est au bout de 3-4 mois que j'ai remarqué que j'avais énormément de hits en coulisses et que ça se passait pas très bien. Voilà, c'est tout pour la première partie de la traduction de l'interview de Chris Jericho, et je continue la semaine prochaine avec la partie 2, donc surveillez bien Catch Club pour ne pas rater la partie 2, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé justement de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!